Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire un cours sur les photons, et plus particulièrement les photons X. Alors, il faut savoir que les applications des rayons X sont nombreuses, tant en physique qu'en biologie ou en médecine. Donc, une introduction à la physique du rayonnement X est donc indispensable pour tout étudiant qui entreprend des études scientifiques. Ce cours alors traite de l'origine des rayons X, leur nature, leur production, leurs interactions avec la matière, ainsi que leurs applications, plus spécialement dans le domaine médical qui est votre domaine, Inch'Allah, de travail. Durant ce cours, on va suivre le plan suivant. On commencera par une sorte d'introduction historique de ce type de rayonnement, de façon générale. On abordera aussi un comportement de ce type de rayonnement, leur nature. On passera par la suite à l'étude des photons, leurs caractéristiques, leurs classes, leurs interactions avec la matière. Et puis après, on passera aux photons X. On va étudier leur nature, leur type, leur spectre, leur production et bien évidemment enfin leur utilisation dans le domaine médical. Alors avant ceci, on va commencer par la lumière et on verra par la suite pourquoi. Alors cette lumière qui a longtemps été considérée comme de nature divine, si l'on se fie à nos références culturelles, étaient les Grecs les premiers à l'étudier. Pour eux, la lumière est étroitement liée à la vision. Le philosophe et mathématicien Euclide, c'est un savant grec, a eu l'idée brillante de la présenter par de minces filets rectilignes, qui étaient les rayons lumineux. Il pensait que l'œil envoie les rayons frapper les objets, ce qui permet de les voir. Comme on disait, les civilisations disparaissent alors que les bibliothèques demeurent. En effet, durant leur conquête, les Arabes récupèrent les ouvrages grecs et les traduisent. Ils héritent ainsi des savoirs antiques qu'ils ont approfondis et innovés. En l'an 1000, Ibn al-Haytham a dû comprendre le fonctionnement de l'œil et a affirmé, au contraire d'Euclide, que la lumière provient des objets et pas des yeux. Mieux, en s'appuyant sur d'innombrables expériences, il ébauche les lois de la réflexion et de la réfraction. Ibn al-Haytham symbolise une séance arabe à son apogée au Moyen-Âge, une séance, je dirais, nouvelle, qui s'est basée sur l'observation, l'expérimentation et la mesure. Après, ces livres ont été traduits en latin et circulés en Europe. Plusieurs chercheurs, plusieurs savants, ils les ont utilisés, ils se sont inspirés, notamment Copernic, Kepler, Galilée et bien d'autres. Ce dernier passe de l'optique géométrique à l'optique instrumentale en fabriquant une lunette qui pointe vers le ciel. Grâce à celle-ci, il a pu découvrir des milliers d'étoiles de la Voie lactée, les cratères de la Lune, les satellites de Jupiter.
Alors, lui, il n'a pas cessé de s'interroger sur la vitesse de la lumière. D'ailleurs, il a essayé de la mesurer, mais c'était en vain, car en ce moment-là, à cette époque, ces instruments, ils étaient tellement rudimentaires. Donc, son expérience aurait paru inutile à Descartes, qui persuadait, comme la majeure partie des scientifiques depuis l'Antiquité, que la lumière se propage instantanément. Donc, suite à cette constatation, il a établi en 1637 la loi de la réfraction, mais cherche aussi à dépasser les problèmes d'optique géométrique. Il a l'immense mérite de revenir sur la nature de la lumière et de lancer un débat qui va durer 3 siècles, après lui bien sûr. Donc 25 ans après sa mort, un astronome danois nommé Romer, venu travailler à l'observatoire de Paris. Il a étudié le mouvement des satellites de Jupiter, utilisés à cette époque-là comme horloge par les navigateurs. Ce monsieur a pu estimer à 22 minutes le temps que met la lumière pour traverser l'orbite terrestre. Malheureusement, à cette époque-là, les dimensions de l'orbite sont encore mal connues à cette époque-là. Donc, il n'a pas pu définir la vitesse de la lumière, alors que, comme vous le savez, la vitesse c'est quoi? C'est une distance sur unité de temps. D'accord? Donc, comme il ne savait pas les dimensions de l'orbite, donc automatiquement, il n'a pas pu définir cette vitesse. Mais son résultat est bien là. La lumière a une vitesse qui n'est pas infinie. Donc, cette nouvelle satisfait un autre savant appelé Huygens. C'était un mathématicien et astronome hollandais qui le confronte dans l'idée que la lumière est une onde, une vibration qui se propage. Sa théorie se heurte à celle d'un éminent savant anglais, Newton, pour qui la lumière était un paquet de particules. Donc, chacun des deux interprète à sa manière les phénomènes lumineux. Prenons la réfraction comme exemple. Ce changement, ou plutôt la réfraction qui représente un changement de direction de la lumière quand elle passe d'un milieu transparent d'indice n à un autre milieu d'indice n' différent. Si on considère par exemple l'exemple de l'air et de l'eau, pour Huygens, il pense que s'il y a réfraction, c'est parce que la vitesse des ondes diminue quand elles pénètrent dans l'eau. Newton, au contraire, utilise les règles qui régissent la balistique des projectiles. Pour lui, s'il y a réfraction, c'est parce que la vitesse des corpuscules augmente. Donc cette controverse onde-corpuscule va mobiliser des générations de savants après eux. En effet, au XVIIIe siècle, plusieurs chercheurs, comme Young, Malthus, Fresnel et Arago, découvrent les phénomènes de diffraction et d'interférence qui prouvent la nature ondulatoire de la lumière. Mais jouissant d'une grande notoriété, Newton, qui avait trouvé une explication à la gravitation et au mouvement des planètes, bénéficie d'un immense prestige et de nombreux savants dits newtoniens restent partisans de la théorie corpusculaire. Pour trancher, Arago propose de comparer expérimentalement la vitesse de la lumière dans l'eau et dans l'air. Foucault et Fizeau ont justement mis au point des dispositifs de laboratoire révolutionnaires pour déterminer la vitesse de la lumière. Le premier utilise un miroir tournant et le second une roue dentée.
Alors, l'expérience cruciale a été réalisée en 1850 et qui a donné lieu au verdict: la vitesse de la lumière est plus faible dans l'eau. Donc, Huygens avait parfaitement raison. Le triomphe est parachevé en 1865 quand Maxwell réalise la synthèse magistrale de l'électricité et du magnétisme. La lumière est l'addition de deux ondes, une onde électrique et une onde magnétique. Donc la lumière est une onde électromagnétique. Malgré ça, le débat n'avait pas été définitivement fini. En 1885, un certain M. Hertz a dû mettre en évidence un nouveau phénomène. Alors, durant ses expériences, dans lesquelles elle a essayé d'éclairer une plaque métallique avec de la lumière ultraviolette et avec de la lumière rouge. Alors, il a constaté que lorsqu'il envoie de la lumière ultraviolette sur cette plaque, il y a émission de l'électricité. L'électricité, c'est quoi? Ce sont des particules mouvementées, les électrons. Chose qui n'a pas été obtenue lorsqu'il envoie la lumière rouge, même lorsqu'elle a augmenté l'intensité. Donc cet effet est impossible à comprendre si la lumière n'est qu'une onde transportant de l'énergie. Donc la lumière ultraviolette, c'est de l'énergie, et la lumière rouge, c'est de l'énergie. Donc si on n'a d'émet que cet aspect-là, ça veut dire que les deux expériences doivent aboutir au même résultat. Or, ce n'était pas le cas, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit découvrir. Après ça, Einstein, qui s'est inspiré des résultats de Planck, annonce en 1905 que la lumière est composée de quanta, plus tard baptisés photons, qui étaient des particules sans masse dont l'énergie dépend de la fréquence de l'onde associée. Ainsi, selon ses expériences avec la matière, ou selon son interaction avec la matière plutôt, la lumière se manifeste tantôt comme une onde, tantôt comme des corpuscules. Cette dualité onde-corpuscule a été généralisée en 1924 par M. de Broglie. C'est un physicien français, c'est le fondateur de la mécanique ondulatoire, en montrant que tout corpuscule se comporte aussi comme une onde et que, par généralisation, toute particule peut se comporter selon les conditions comme une particule ou comme une onde. La lumière est décidément un phénomène d'exception dans l'histoire des sciences. Je vous ai apporté aussi des vidéos à regarder sous forme d'animation. Je vous ai laissé les liens. Donc, à voir. C'est un outil pédagogique, un complément de cours aussi. Alors, maintenant, on va passer à l'étude des photons. Mais avant ça,